Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci à vous tous de nous retrouver chaque matinée dans Bonjour d'Algérie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 novembre. Nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin avec les rubriques habituelles du mardi matin, à savoir Jawdet Gessouma pour sa rubrique littérature. Aujourd'hui, il nous parlera du prix Nobel de littérature de 2019, une Polonaise qui a donc signé son roman. Il viendra nous en parler tout en détail. Nous aurons également Rahim Abdelaziz dans sa rubrique Vestiges et patrimoine. Il nous emmènera du côté de Skikda, plus précisément dans la région de Gerbes et Oued Tanger pour visiter le site archéologique donc, de cette région. On en saura plus sur nos sites archéologiques donc de cette région côtière. Et puis Fella Abraz aussi dans sa rubrique nous parlera aujourd'hui donc de dialogue dans le mensuel scolaire. C'est dans sa rubrique pédagogie. Aujourd'hui elle parlera donc des dialogues et c'est très important les dialogues au niveau donc des petites classes. Nous parlerons également avec notre journaliste, la journaliste de la radio chaîne 3, Fatima Charef, qui sera notre invitée. Elle sera là pour nous parler de sa nouvelle émission de jeu. Elle nous en parlera en détail, bien sûr, la production au niveau donc, de la radio algérienne. Et puis on aura un Skype avec notre invitée. Par téléphone, Linda Lafri, qui est membre de l'association Winelqa. On en parlera en détail, c'est très important. Nous en avions parlé la dernière fois dans une précédente émission. Et là, on verra leur travail. Comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils rassemblent, bien sûr, des dons, pas rien que des médicaments, des dons pour aider les personnes en difficulté, les malades notamment. Ça sera fait à travers le reportage de Leïla Benaïcha. Tout ceci, donc, vous le verrez aussi à travers aussi un autre reportage, celui de Afef Belhouchet, toujours pour rassembler des dons en faveur donc, des personnes en difficulté. Voilà, c'est tout le programme qu'on a pu choisir pour vous. Vous avez pu entendre cette belle balade musicale. C'est Jawed Fasla, qui était un des premiers musiciens et chefs d'orchestre algériens qui faisait des préludes pour la télévision algérienne et bien sûr qui nous avait initiés à la musique classique pour beaucoup, qui était accessible à tous. Et puis, on va donc bien sûr être accompagné par notre sponsor officiel, c'est donc Coral Peinture. Tout au long de notre émission, vous allez le retrouver. Voilà. On commence tout de suite par la météo avec Amel Arbi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Elle est là, Amel, elle est en forme. Comment ça va? Ça va, en forme. Je sais bien. En tout cas, ça vous a fait plaisir d'écouter Jawed Fasla. Ah oui, ça me rappelle, Jawed Fasla, la guitare. C'était des préludes qu'on écoutait beaucoup à la télévision algérienne. Étant jeune, oui. Avec sa guitare. Exactement. Qui avait formé aussi beaucoup de musiciens. Oui, j'imagine, oui. Alors, va-t-il faire beau aujourd'hui? Très, très beau. En tout cas, le froid se fait sentir. Oui, ça y est, on est bien surtout au mois de novembre. Exactement. Ça y est, il était temps. Oui, oui. Mais on attend les pluies. On aurait voulu de la pluie tous les jours. Très bien, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre, mais le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. À l'est, le ciel restera partiellement nuageux, des nuages parfois assez denses, mais vers l'extrême est avec quelques pluies résiduelles. La moitié sud, excepté des passages nuageux sur les oasis et le Sahara oriental, avec toutefois quelques brumes sur le sud des oasis et le Sahara oriental en début de matinée. Partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent, avec des soulames de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt fraîches vers l'intérieur, avec un minimum de 12 degrés du côté de Batna, 13 Al Bayad, 14 Constantine et Djelfa, 19 Alger, 18
degrés à Annaba et Tizi Ouzou, 21 Oran et Tlemcen, 15 degrés à Tiaret, 17 Ilizi, 18 degrés à Béchar, 23 Biskra, 21 Drarin Salah, Tamanrasset, également Janet, et enfin 29 degrés Bodj, Bedi Mourtar et In Gzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme, un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe. Le ciel restera passagèrement nuageux sur une grande partie du continent avec toutefois quelques flocons de neige à Moscou. Un ciel peu nuageux à Vienne. Le mercure affichera 2 degrés seulement à Moscou, 6 à Kiev, 7 à Berlin, 12 degrés à Londres, 11 à Paris, 14 à Istanbul, 13 à Madrid et enfin 18 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel ce matin. Et grâce à Amel, tout à l'heure, midi et 19h, vous en saurez un peu plus. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Vous connaissez l'artiste Bob Dylan, je suppose. Ah oui, qui ne Vous le aimez connaît sa pas. musique. Ah oui, oui. Cet artiste américain. Eh oui, oui, Et oui. est-ce que vous saviez qu'il avait eu le prix Nobel de littérature? Eh ben non. Ah, voilà. Et ça a été une surprise pour beaucoup. Tous ses fans étaient donc ravis pour lui. Ah bah oui, mais ça a été aussi une surprise pour tous ceux qui aiment les lettres. Lui qui est donc un poète, auteur-compositeur, il a été donc remarqué et apprécié pour son talent, son nouveau mode d'expression poétique. Et donc on lui a décerné en 2016 le prix Nobel de littérature. En tout cas, bravo à lui. Il était un petit peu surpris lui-même. Donc ça fait plaisir à bon nombre de personnes. On va l'écouter. d'artistes, oui. On va vous laisser repartir avec, Avec cette plaisir. belle voix et cette interprétation donc de Bob Dylan. On se retrouve juste après. Et surpris par le retour d'antenne, en tout cas ça a été aussi la bande originale d'un film célèbre, Billy the Kid, qui vous a fait plaisir. Ah, oui, oui, c'est Ouais, un très beau bien film sûr. d'ailleurs dans lequel Bob Dylan a joué et c'était la bande musicale Originale. du film, la bande originale du film. Très beau film. Ouais. Voilà. Alors en parlant donc de prix Nobel, comme Bob Dylan a eu ce Voilà. prix Nobel en 2016. Oui, de Il y en a d'autres, littérature d'ailleurs. Oui, c'est c'était tellement assez rare pour ses que, poèmes. Ouais, voilà, ouais. pour la musique. Musique et poème, Ouais, tout à fait. c'est bien, donc ça fait plaisir. C'est la vengeance la revanche, pas la vengeance, la revanche des poètes Voilà. qui se retrouvent sous la Tout à lumière, fait. c'est bien, ça fait. Et celle que vous allez mettre en lumière ce matin, c'est une polonaise, c'est Oui. une auteure polonaise. D'origine ukrainienne. Alors c'est Olga Tokarczuk qui a partagé le prix Nobel avec Peter Handke, auteur autrichien. Il y a eu toute une controverse, pas pour ces deux ces deux récipiendaires, ouvrages, mais c'est pour avant, parce qu'il y avait le prix Nobel a été retiré pour des questions sociopolitiques, c'était toutes De ces l'époque. questions oui, MeToo, toutes ces choses-là. Il y a eu un auteur controversé qui a été accusé de sexisme, il avait fait des déclarations qui étaient controversées. Donc du coup, il y a eu Olga Tokarczuk et Peter Handke c'est-à-dire Ouais. ex aequo, Mais en tout cas, elle qui le ont eu méritait. ce prix. Elle le méritait amplement. Voilà, et puis quasiment, je dis, c'est une petite exclusivité, c'est que c'est quasiment l'entourage d'Olga Tokarczuk qui nous a envoyé le livre. Bah. Le premier surpris, ça a été Bravo. moi. Ça a été une rencontre comme ça, un peu inopinée, inattendue. Et on vous a proposé justement Voilà, et son puis, ouvrage. Je consulte sa biographie. Elle est née le 29 janvier 1962, donc elle a 58 ans, elle est d'origine ukrainienne et polonaise de la région de Ternopil, à ne pas confondre avec Tchernobyl. Ternopil, c'est dans l'Ukraine, dans l'ouest. Mais elle revendique ses origines ukrainiennes et polonaises, mais elle est absolument contre toute forme de nationalisme, justement, ukrainien. Parce que sa famille a été victime des massacres de Polonais par l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Donc elle revendique, elle est contre. Voilà. Et Olga Tokarczuk, d'ailleurs, quand vous voyez son image, sa photo, c'est une fille On très l'a jolie, vu, ouais. C'est très une libre enjouée, et libre penseuse. Elle Libre est poétiste, elle est poète, essayiste, écologiste.
Elle a fait psychologie, elle a travaillé avec justement des gens victimes de troubles mentaux. Tout ça, et c'est un pied de nez. Elle est toujours dans des déclarations parce qu'on sait que Elle la dérange Pologne, un peu, elle dérange. un peu beaucoup. Ouais. Oui. Et donc, elle est victime de menaces, elle continue, elle est active, dynamique. Une fille de 100 ans, quoi. Voilà. C'est vraiment Qui est une libre chic fille, avec quoi. ses idées. Et elle est influencée par William Blake, le poète, ensuite Carl Jung, enfin une qui ne pense pas comme Freud, ça fait plaisir. Et nous produit alors là une série de travaux qui sont vraiment étonnants, surprenants, étranges, un peu, un peu marqués par cette ambiance, atmosphère un peu nordique. Elle inscrit toujours ses œuvres dans une atmosphère étrange, ésotérique. D'ailleurs, elle a même une œuvre qui est sortie en 2020 qui s'appelle Histoire bizarroïde. C'est vous dire que ça Elle le dit vraiment, carrément, elle le dit carrément, c'est carrément revendiqué. Et elle fait toujours des déclarations en porte-à-faux avec tout le conservatisme un peu orthodoxe, pas dans le sens religieux, orthodoxe, c'est-à-dire respectueux de la tradition. Donc elle intègre toujours la religion juive, la religion catholique, orthodoxe, musulmane. Elle a toujours sans critiquer, mais en les mettant en scène de manière à ce qu'on se pose toujours des questions assez fondamentales sur ça. Et là, elle vient avec... elle a par exemple, elle fait un roman qui s'appelle Les ossements des morts, sur les ossements des morts. Donc, il y a une interpellation directe de la mort, évidemment. Et c'est une vieille folle qui tue des gens, qui tue des animaux. Voilà, donc un peu l'extrémiste écologiste. Elle dénonce toutes ces choses-là et c'est glacial. Là, quand on en parle... Ça va. Mais ça quand va. on lit... Mais quand on lit, c'est absolument le contraire. Elle a le don de vous raconter des choses où Crûment. non, justement. Ou des choses crues, justement. La mort frontale... la froideur, le côté glacial de la mort. Elle inscrit ça dans un univers fait avec de la neige, de l'humidité, de la pluie, la forêt, toutes ces choses-là, d'une manière très fluide, très moderne. Elle a une écriture absolument moderne et vraiment, par exemple, avec le prix Nobel, qui est Dieu, le temps, les hommes et les anges, elle va inscrire, va nous mettre dans une atmosphère très naturaliste, très réaliste, avec des descriptions des choses. Et vous avez des enfants qui se transforment en anges, vous avez un village qui s'appelle Antan, oui, un village qui s'appelle Antan. Elle fait exprès d'appeler ce village Antan comme le temps passé. Et elle met des séquences. Elle va mettre le temps d'Olga, le temps de la glaneuse, le temps d'Adelka, Elle va composer son roman comme une fresque avec des très courts tableaux. Il y en a à peu près 85 et à chaque fois, il y a un destin qui est mis dans l'un de ces tableaux. Alors, il faut, comme dit un des lecteurs, il faut vraiment se laisser emporter par la magie de cette écriture. C'est une très belle histoire qui va se décliner à travers, ça commence en 1914, dans un village de Pologne perdu qui s'appelle Anton, qui est cerné par deux rivières, la Noire et la Blanche. L'une est surveillée par l'ange Gabriel et l'autre est surveillée par l'ange Michael. Et nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Oui, nous sommes dans les prémices de la Première Guerre mondiale. Et il y aura donc à travers la grande histoire une succession de petites histoires, j'en ai compté 85, et elle décline ça, les temps, par des séquences temporelles. Et il y a un récit magnifique, vraiment magnifique. Ce n'est pas parce qu'elle a le prix Nobel, c'est parce qu'elle est magnifique. Je vais le montrer encore, voilà. C'est un récit magnifique de destinée d'hommes et de femmes, où l'onirisme, le rêve, le cauchemar aussi va prendre la place d'une réalité. Et puis ensuite, il y a un jeu de retour vers la réalité et vous illustré parlez de par plusieurs trames, tout comme bien sûr dans la peinture. Vous dites c'est comme une exposition, c'est à travers donc différentes fresques qu'elle raconte. Elle fait plusieurs tableaux. Elle est très proche aussi de la culture. Oui, c'est-à-dire qu'elle est proche de la culture
et aussi des gens toujours en marge, Voilà. et notamment des autistes, de tous ces, en marge de la société. Elle va décrire toujours des personnages. Elle dénonce tout en énonçant dans des récits poétiques vraiment très beaux et très fluides. C'est surprenant parce qu'elle vous met dans une atmosphère glaçante. Pologne, il neige, dans un village perdu, isolé de tout, isolé même de la civilisation. Et tous les rapports qui vont être tissés dans cette histoire sont des rapports tout simplement humanistes, humains à dimension humaine. Et elle va décrire ces histoires, ces destinées d'une manière très belle, très fluide et très moderne. Parce qu'il y a des descriptions pas lapidaires, courte, mais très efficace, très pertinente, même dans son esthétique qui est vraiment formidable. C'est vraiment un livre à découvrir. Est-ce que la fin est justement... Oui, la fin de l'histoire est accrocheuse. Permettez-moi de garder le secret. Pas seulement la fin, il y a toujours des rebondissements qui sont intéressants dans ce livre et vraiment, vraiment à découvrir. Je suis assez content qu'on donne le prix Nobel. Ça, c'est bien sûr une opinion personnelle. Qu'on donne le prix Nobel à des gens qui sont restés artistes, même si elle a pas une dénonciation des religions, mais elle les met dans des positions qui sont peut-être un peu énonciatrices de tartufferie, de choses qui sont un peu étranges. C'est une relation étrange avec... Et donc, c'est une écriture... Altermondialiste. Une altermondialiste confirmée, ça se voit dans son écriture et même dans son attitude. Parce elle que est son pour attitude, la paix dans le monde aussi. Son attitude est parallèle à son écriture. Elle a un univers très étrange dans son écriture, très, très poétique, très onirique, et tout ça, comme je l'ai dit. Mais elle est très réaliste dans sa vie de tous les jours. C'est une donatrice généreuse, c'est une femme qui se consacre au monde qui l'entoure et sans aucun a priori ni préjugés. C'est ce qui est bien. C'est qu'elle est altermondialiste, justement, authentique, très ouverte au monde. Et ça, c'est très important d'avoir des locomotives intellectuelles et producteurs de sens dans le monde. Pour la paix dans le monde, pour rassembler un petit peu tout ce monde entier aujourd'hui qui est en souffrance, avec des idées aussi malvenues quelquefois. Donc, c'est important de pouvoir rendre hommage à ces personnes-là. Voilà, très bien, exactement. Vous l'avez fait ce matin. Et puis, donc, le prix Nobel l'a fait à ma place. Voilà. Là, je transmets juste, je suis juste un petit transmetteur. Elle a écrit beaucoup, c'est une personne qui écrit beaucoup. Oui, elle a écrit beaucoup et dans son univers, il y a la moment individuel, elle a les pérégrins, elle a été traduit. L'histoire de Jacob. Oui, c'est l'une des autrices polonaises les plus traduites au monde et les plus... elle a eu plusieurs prix, d'ailleurs le prix Nike plusieurs fois pour le livre de Jacob. Elle a eu le prix international Man Booker, qui est important pour Flight. On a produit un de ses films, Les Ossements des hommes, et elle a été sélectionnée à la Berlinale elle a eu un prix à la Berlinale de Berlin. Elle a eu aussi, elle a été sélectionnée en 2018 à l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui est quand même pas mal, avec une adaptation de son film justement sur les ossements Ça a dû lui faire plaisir parce qu'elle qui est très ouverte sur la culture, très ouverte aussi sur le monde. C'est une sorte de reconnaissance de quelqu'un qui est quand même très transgressif, très en porte-à-faux avec le discours dominant conservateur. Donc, exactement, politique et conservateur aussi, très engagé aussi politiquement. Oui, bien sûr, écologiste, altermondialiste, la gauche qui monte, toutes ces choses-là. En tout cas, bravo pour cette belle découverte. Aujourd'hui, ça a été donc la polonaise Olga Tokarczuk. Tokarczuk. Ah oui, c'est dur, la prononciation. Le CZ, vous mettez un cheveu et c'est bon. C'est Olga Tokarczuk pour Dieu, le temps, les hommes et les anges. Prix Nobel de littérature, donc 2018, en ex-aequo avec Peter Handke, qui est aussi très bien. Le centre, juste aussi pour rappeler, j'invite tous les gens qui sont intéressés le jeudi prochain de 17h à 19h au centre culturel universitaire de la rue Hammani, le jeudi donc 26 novembre de 17h à 19h pour un café littéraire en présence Zoom, sur un livre aussi très très intéressant
façon de Halfdan Freyton, qui est Cher Gabriel. Cher Gabriel, c'est donc un livre qui est très émouvant, qui parle d'un père qui écrit, qui fait une correspondance avec son fils autiste. Et c'est très émouvant, c'est un livre très émouvant, très beau, très poétique aussi, et qui se trouve aussi édité chez les éditions Barzakh. Donc ceux qui veulent l'acquérir, ils vont chez Barzakh. Je pense que ces jours-ci, il est resté sur ses prix réduits, donc c'est déjà bien. Voilà, on en avait parlé, et puis bien sûr, il était venu pour le dernier salon du livre international d'Alger. Donc c'est ccu-hamani@gmail.com pour s'inscrire, et tout le monde est bienvenu. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est vrai que c'est un ouvrage très très touchant. On va parler aussi d'autres auteurs et surtout d'autres lectures aussi à vous présenter. C'est donc le livre d'Ahlam Shahrazad, Taha Hussein. Donc c'est ça, le premier. Voilà, pour ceux qui voudraient lire en langue arabe. Et le deuxième, c'est Rasail Gibran de Gibran Khalil Gibran. Voilà. C'est donc chez les bons libraires, et notamment celui donc de la Cité Malki. Voilà. Merci Jawdet. Merci à vous, le plaisir est pour vous. Voilà, à très très bientôt, donc à mardi prochain pour un autre rendez-vous littéraire. Et puis on continue notre programme. On vous invite à suivre cette boucle et on se retrouve juste après cela. De retour sur le plateau, il est là, il a couru, il a juste un montage juste après, mais en tout cas, il va nous parler de l'antique Rusicada, c'est donc Skikda. On va faire un gros plan sur cette région archéologique, sur une région touristique, mais pas que, qui va nous emmener à la découverte des sites archéologiques, donc de Guerbès cette fois-ci. Bonjour Rahim. Bonjour Amal. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, on va continuer. Vous avez suivi un petit peu l'actualité. On sait que ça a secoué un petit peu du côté de Skikda. Beaucoup plus de panique que de mal. D'autres choses. Alhamdulillah. Il y a eu une secousse tellurique. Donc, du côté de l'Harroch. D'accord. L'Harroch, c'est-à-dire Zerdaza, on est revenu archéologiquement, souvenons-nous, sur cette région qui fait partie, qui est partie prenante de la Numidie. D'accord. C'est une très belle région d'abord, côtière, touristique, attractive aussi, pour du côté de l'Est, bien sûr. C'est une région à multifacettes. Elle est à la fois piémontaise et en même temps côtière. C'est une frange côtière qui a de tout temps abrité des établissements humains, et ce depuis la préhistoire. Exactement. Et mine de rien, Skikda ou l'antique Rusica de Stora ont constitué
halte punique dans le passé, avant qu'il ne soit transformé durant la colonisation romaine en site romain. Celui de Gerbès et La Marsa et Taketua, Sidi Akasha, ainsi que Oued Tanger et Oued Bibi à l'ouest, vers Chulu, c'est-à-dire Al-Qol. On voit qu'il y a des haltes pour le cabotage, aussi bien chez les Carthaginois que chez les Romains, d'où ces établissements, ces petites cités côtières, telles Paratianis et Cynthias, qu'on va voir. On va parler romain aujourd'hui, on va parler alors italien avec bien sûr tous ces sites et surtout ces noms hein, des régions. Alors on a déjà parlé de Gerbès avec vous, c'était dans le côté environnemental avec cette zone humide de Gerbès et Sanhaja. Cette richesse en matière de biodiversité qui a constitué justement cet intérêt. Un moteur, un leitmotiv pour l'être humain qui a trouvé tous les facteurs de développement. Exactement. Et il paraît que la pastèque de Gerbès est très renommée. Ben Azouz plutôt. Plus précisément. C'est à côté. Ben Azouz, c'est Gerbès et Sanhaja. Alors aujourd'hui, vous allez parler malheureusement, on utilise des engrais chimiques et justement, il faut faire très attention parce que la pastèque, qu'on le veuille ou pas, elle est cultivée au niveau du cordon dunaire. Le cordon dunaire, c'est un lieu où on édifie l'avifaune migratrice, d'où les dangers qui menacent justement cette avifaune. Voilà. Il faut le cordon dunaire, il est classé en tant que critère, justement. Et Gerbès classé aussi au Ramsar. C'est un site Ramsar d'importance internationale. Et qui dit culture de la pastèque, dit quand même destruction quelque part de ce même cordon dunaire. C'est dommage. Qui est un habitat pour une avifaune. En tout cas, une belle zone humide hein, qu'il faudrait aussi préserver absolument. On en avait déjà parlé aujourd'hui. Malheureusement, les cultures vivrières, plutôt industrielles, menacent cette même zone. Cet équilibre. Et on a beau tirer l'alarme à temps, malheureusement, c'est le profit qui gagne, qui prime et qui domine. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un site archéologique, donc là aussi en perdition malheureusement parce que c'est en train de disparaître si aussi on ne fait pas très attention. C'est le site donc de Gerbès et aussi Oued Tanger et Oued Bibi. Ils sont livrés à eux-mêmes, malheureusement. Des citernes qui restent encore des vestiges qui présisent. Voilà, on va voir en tout cas ces sites que vous nous avez rapportés à travers ces images, le reportage que vous avez fait. Dans un décor bien méditerranéen. Bien méditerranéen, on voit la mer qui surplombe, regardez. On se retrouve juste après. À l'est, on a les ruines de Koulou-Sitanis. C'est presque l'actuel Marsa. Le Marsa est connu actuellement et c'est dans la région qu'on appelle couramment Sidi Akasha. De l'antique Koulou-Sitanis et Taketua, les vestiges ont presque disparu de cette zone inondable et surtout marécageuse. À 15 km à l'ouest de Stora se trouve Oued Tanger. C'est un ensemble de citernes érigées à l'époque antique pour permettre aux navires de l'époque de s'approvisionner en eau. Ces citernes sont dans un état lamentable. On sait qu'elles existent, mais il n'y a aucun moyen de les sauver de la furie des eaux. Le site de Oued Tanger. L'Oued charrie les eaux des massifs avoisinants.
Les ruines de l'antique Oued Tangi restent livrées à elles-mêmes. Alors, on a vu donc quelques vestiges qui subsistent encore aujourd'hui. C'est donc une pierre poreuse qui tend à s'effriter. C'est toujours le grès de Numidie. C'est le grès, tout à fait. C'est une roche malléable et qui a constitué pratiquement la matière première à de nombreux édifices antiques, notamment romains. Et bien sûr, avec la colonisation, il y a eu aussi ces vestiges qui ont été utilisés comme sous-bassement aussi pour certaines constructions. Ça aussi, c'est un délit qu'on pourrait dénoncer. L'homme a toujours ces cités antiques telles Paratianis, c'est-à-dire Gerbès, ou Cynthias, Colusitanis plutôt, ou Tanger, plutôt Gerbès, ont été établis sous les décombres d'anciens vestiges numides et libico-berbères. Donc c'est une pratique... les Romains n'ont pratiquement rien inventé en termes d'établissement humain. D'accord. C'est une pratique qu'on rencontre à chaque fois chez l'homme, finalement. C'est pratiquement un copier-coller. Un copier-coller. De la part des Romains, qui ont réutilisé les haltes puniques, notamment carthaginoises, Tanger, Gerbès, La Marsa et Taquetois, c'est-à-dire Sidi Akacha du côté du Cap de Fer, ont constitué bel et bien des haltes pour la navigation carthaginoise. Les Romains les ont réutilisées. Réutilisées, ces fameuses citernes qui étaient très utiles pour aller chercher, donc pour les navires, pour s'approvisionner en eau potable. Et pour continuer leur route vers la Mauritanie césarienne, Cherchel et Tangus, jusqu'à s'évanouir au niveau des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire Tanger au Maroc et Gibraltar. Oui. Et on a vu l'intervention qui étaient aussi des colonies carthaginoises. D'accord. On a vu l'intervention de cet historien Mahiddin Chebli, c'est cela, qui est passionné donc de l'antique Rusicada, qui raconte un petit peu comment ça s'est passé malgré et qui son est âge désolé. Avancé, il n'a pas pu effectuer les déplacements sur les sites. Sinon, ça aurait été plus intéressant. Il est pas si vieux d'après lui, le vrai visage de Oued Tanger en tant que site romain est bel et bien enfoui sous terre. Idem pour Gerbès. Quant à la Marsa, le site a complètement disparu. Seul Taquetois ou Sidi Akacha dispose de ruines, d'importantes ruines. D'accord. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'y intéresser davantage? Bien sûr, pour protéger ce qui reste perceptible à l'œil nu. Surtout que la bibliographie n'a pas fait énormément de travaux là-dessus. Si, durant la période récente, aucune fouille, aucun suivi en termes de protection, de préservation des sites en question n'a été opéré à aucun moment. Et Gerbès a été livré à un certain moment grâce à des archéologues amateurs, des associations qui ont pu sauver les ruines dont on dispose aujourd'hui. Sinon, elle était livrée aux marchands de fast-food. Il y a même des gens zélés qui ont érigé des boutiques qui ont été par la suite détruites. Bien sûr. Alors on voit aussi l'Oued Tanger qui déverse cette eau potable dans la mer carrément. C'est une région qui est épargnée par l'industrie, contrairement à Skikda, ville qui dispose d'établissements, d'usines de pétrochimiques. C'est ça. Énorme. L'activité industrielle, elle est intense. Ce n'est pas le cas de la frange aussi bien est qu'ouest, c'est-à-dire la Marsa et Gerbès
et à l'ouest, Oued Tanger, Oued Bibi, qui ont été épargnés par les pollutions diverses. Voilà. D'où la limpidité des eaux que charrient les femmes. Alors, ce n'est pas la seule région où, bien sûr, foisonne cette richesse archéologique. Il y a donc, Rusicada a toujours été l'antique Rusicada, reconnue à travers donc, ses vestiges, malheureusement perdu pour beaucoup, parce que le musée a été pillé aussi, et dommage, parce qu'il y avait donc des pièces très importantes dans ce musée. Durant l'époque coloniale, mais pas que, bien après. Que Rusicade, on a aussi Stora Astarze, qui a été fondée avant Rusicade, c'est-à-dire Skikda. Stora, c'est le berceau de la civilisation au niveau de cette région du nord-est de l'Algérie, c'est-à-dire Skikda. Astarze, malheureusement, à Stora, il n'y a que les citernes qui sont encore apparentes. Exact. Elles sont miraculeusement épargnées des dégradations diverses. Voilà. On parlera probablement la prochaine fois. Donc... En dehors de son musée, Rusicade en tant que tel, ou Philippeville Skikda actuellement, c'est un gisement à ciel ouvert. C'est un musée à ciel ouvert. L'amphithéâtre a été récemment réinauguré. Très bien. D'où son accessibilité. Parfait. Du côté de l'amphithéâtre romain, on a des pièces qui sont pratiquement uniques au niveau méditerranéen. Exactement. Et on parlera probablement... de se donner l'occasion de... Tout à fait. De marquer une halte, visiter les... Comme cette fois-ci, on en a fait une belle halte du côté donc, du site archéologique de Gerbes et Oued Tanger. Merci beaucoup, Rahim. C'est moi. À la semaine prochaine. À la prochaine halte. À la prochaine halte avec une autre découverte. On vous laisse repartir au montage. Vous avez énormément de travail pour nous rapporter donc, ces belles images. On va tout de suite marquer une pause avec ce spot qui nous rappelle encore une fois les mesures barrières pour faire très attention. Nous sommes en pleine pandémie. C'est vrai que les cas ne font qu'augmenter. Rappelez-vous, il faut encore une fois donc faire très attention à ces gestes barrières. Bien, vous lavez les mains, être toujours en distanciation physique vis-à-vis des autres et bien entendu être plus vigilant. Regardez ce spot, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau, Fella Abraz nous rejoint pour nous parler donc de sa rubrique et surtout donc de la thématique qu'elle aura choisie pour nous ce matin dans sa rubrique pédagogie. Aujourd'hui, elle parlera du dialogue dans les mensuels scolaires. Bonjour Fella. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Alors le dialogue, vous en avez fait vous quand vous étiez petite? Oui, très souvent, très souvent, ce qui permet à la personne de se construire, à la personnalité de l'écolier d'une manière générale. Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui du dialogue? Alors d'abord, le dialogue, c'est quoi? C'est un mot grec qui se compose de deux racines, dia qui signifie à travers, et puis le mot logos qui signifie le mot. Alors, c'est le sens de la parole. Quel est l'apport de l'activité du dialogue dans l'enseignement de l'apprentissage de la langue, mais aussi de la construction de la personnalité? On va s'intéresser à ça aujourd'hui. Et je me suis référée essentiellement à la thèse d'une étudiante de l'université de Khéder de Biskra
qui portait sur ce thème-là et qui apportait beaucoup d'informations. Sachez que le dialogue va permettre la transmission d'informations, de connaissances à l'aide de la parole et du geste. Le manuel scolaire, ici dans les écoles primaires, il existe le dialogue. Dans les petits textes, on avait parlé de ça, de Ahmed, qui est l'acteur principal, qui revient à chaque fois. Ahmed à l'école, Ahmed au marché, Ahmed à la bibliothèque, Ahmed également avec sa petite et grande famille. À chaque fois, il y a des dialogues. Mais est-ce que c'est très bien, on va dire, assez exploité dans les écoles ou pas? Apparemment, c'est pas assez. Selon, je me réfère toujours à la thèse de l'étudiante. C'est pas assez parce qu'elle a été voir dans plusieurs écoles primaires du territoire national. Et on va dire, il y avait 3 écoles, une à Sétif, une à Biskra, une à Alger. Elle s'est rendue compte, l'étudiante, qui s'appelle Hind Aïcha, qui avait dit que, en fait, compte, ce n'est pas très bien exploité. Alors que le dialogue permet à l'enfant de s'exprimer, de s'épanouir et de construire sa personnalité Moi j'adorais, future. Moi j'adorais en tout cas quand on essayait donc de prendre des rôles et mettre le ton, essayer de parler, de prendre la parole comme ça, c'était très intéressant. Donc très intéressant. L'enfant s'épanouit, s'éclate quelque part. S'éclate et c'est très tout en apprenant. Voilà. Alors le dialogue à l'école, c'est quoi en fait quand on classe? Ce n'est pas un débat, c'est une conversation. On n'essaie pas de résoudre, c'est pas un débat pour résoudre un problème. En fait, quand chacun parlera, c'est la dissolution des blocages qui sont possibles chez chaque enfant. On avait dit la semaine passée, si l'enfant ne comprenait pas les mathématiques, est-ce qu'il va lever la main? Est-ce qu'il va poser la question? Mais c'est ça, débloquer les blocages, en fait, qu'on débloquer l'enfant pour qu'il prenne la parole. Oui, qu'il prenne l'habitude de prendre la parole en public aussi. En public, en classe, malgré que, bien sûr, en petit groupe, les camarades, ils se connaissent entre eux, mais il y a toujours peut-être quelques moqueries. Il y a des enfants timides qui ont peur de prendre la parole parce qu'ils ont peut-être un petit bégaiement quelquefois. Par exemple. Ou alors qu'ils sont timides parce qu'ils n'ont pas, ils parlent pas suffisamment fort, un truc comme ça. Voilà. En fait, c'est pour cela, Amel, on va dire que l'activité, en fait, quand le dialogue en classe permettra, en fait, que l'enfant va se débloquer, parler, prendre la parole. Et puis, sachez que le dialogue, il va permettre au corps de s'exprimer. Il y a les mimiques, il y a la grimace, il y a la gestuelle, et puis il y a l'intonation. En fait, quand l'enfant va jouer plusieurs rôles, il y a une communication langagière et communicative. De quelle manière? Il va exprimer la joie, la peur, l'étonnement, c'est selon le texte. Et le professeur qui doit s'engager dans un travail de rapprochement entre les élèves, c'est déjà une confiance en soi. Il va gagner une confiance, forger sa personnalité. Puis en grandissant maintenant, Amal Almi par exemple, elle pourrait converser avec les personnes, dialoguer avec ses invités. C'est grâce à quoi? En fait, au dialogue qu'on a pu acquérir dès notre jeune âge. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de séances qu'on appelle ça les séances d'éloquence, c'est-à-dire prendre la parole en public et pouvoir convaincre ses interlocuteurs aussi. C'est très important. C'est la fluidité de la parole, être éloquent et puis attirer autrui. Il faut qu'on nous suive, il ne faut pas décrocher. On dit en général, il ne faut pas trop parler parce qu'on va décrocher. On te suit, on suit la personne les premiers temps et puis on décroche. Mais si une personne est éloquente dans son dialogue, dans son verbiage, on va dire, dans sa parole, la manière d'énoncer la chose et d'annoncer la chose, là, elle accroche. Toute personne, par exemple, s'il y a des briefings, des réunions de travail, en fait, quand tout dépendra de la personne, la personnalité de l'adulte, certes, mais il était enfant auparavant. Est-ce qu'il a dialogué en classe? Est-ce qu'il a pris la parole? Ce qui permettra, en fait, de dialoguer, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre d'extérioriser et de mettre en œuvre ses aptitudes. Est-ce qu'on est compétent? Est-ce qu'on n'est pas compétent? Même si on n'est pas compétent, ce n'est pas un problème. On est en classe, on est là pour apprendre avec Ahmed et sa petite famille. Il y a aussi le dialogue présente des situations de simulation variées. Par exemple, le dialogue, il va expliquer, par exemple, un jeu de rôle qui va permettre aux enfants d'adopter différentes attitudes. Par exemple, aujourd'hui, je suis le papa, je peux prendre la voix du papa, je suis la maman, je suis la petite fillette. Ça, c'est très important. Et puis, exprimer la joie, je l'avais dit, ou la tristesse, ou l'étonnement, l'interaction en fait avec autrui. Aussi, le dialogue permettra à l'enfant de contrôler son corps. Par rapport à quoi? Par rapport à la gestuelle. Prenez, par exemple, si un petit enfant présente un petit rôle dans une pièce qu'on avait dit avant, pièce théâtrale, il pourra s'exprimer via l'expression corporelle et les mimiques. Par exemple, je ne peux pas annoncer une mauvaise chose. Je dirais, j'ai cassé quelque chose, par exemple.
et rire et sourire. Mais il faudrait que la mimique suive, en fait, compte l'intonation et la mimique et les grimaces suivent l'information. Ça, apprendre ça à l'enfant, c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de dialogue en classe. Ouais. Il faudrait qu'il y ait donc des cours, donc d'activités un peu plus souvent, avec des pièces théâtrales aussi qu'on donnerait. Mais ce n'est pas réellement le cas. Il faut être parlant crûment. Ce n'est pas réellement le cas. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, ça va être un petit peu en fait serré. Des cours de théâtre intégrés peut-être au niveau du ministère de l'Éducation. Proposer cela par exemple au ministère de l'Éducation pour qu'ils mettent ça dans le programme pédagogique des enfants, parce que ce n'est pas le cas. Ce qui permettra à l'enfant de s'extérioriser, de parler, prendre la parole, apprendre à écouter, parce que c'est ça le dialogue, c'est entre deux ou plusieurs personnes. Apprendre à écouter, donner des informations et recevoir, ne pas être jugé. Il ne faut pas qu'on juge, parce que nous, c'est les préjugés qui vont, en fait, bloquer l'enfant et le laisser dans sa timidité. Ce qui est anormal, on va voir par exemple un enfant qui est dans sa maison, il est parmi sa famille, il parle, il joue, il rit, il s'exprime. Mais une fois qu'il sort de ce cocon, il part à l'école, il devient quelqu'un d'autre. C'est une double personnalité et ça, c'est très mauvais. Il faudrait laisser l'enfant, lui donner confiance. Il faut qu'il sache qu'il ait confiance par rapport à son enseignant, son enseignante, et puis par rapport aux élèves qui l'entourent. Dès qu'il est en confiance, il commence à s'exprimer. Voilà, l'apprentissage de la lecture en fait partie également, parce que quand on va lire en public, c'est aussi une façon aussi de s'exprimer et donc de pouvoir lire facilement. Lire facilement, et puis ça permettra à l'enfant d'accueillir les informations, imaginer, s'exprimer, et puis avec courage, écouter, parce que le dialogue, ce n'est pas simplement la parole, il faudrait également écouter autrui. Maintenant, quelles sont en fait les approches linguistiques qu'on a, c'est-à-dire le dialogue, il y a plusieurs modèles de dialogue. Il y a le dialogue traditionnel qu'on connaît tous, c'est-à-dire on prend un thème, on propose aux élèves à l'école, on leur dit on va dialoguer, on va parler par rapport à ça, autour de ça, on prend un texte. Mais il y a d'autres approches. Par exemple, il y a également le dialogue audio-visuel, c'est-à-dire on écoute quelque chose en classe, on va l'écouter. Une bande magnétique par exemple, maintenant c'est autre chose, c'est un CD, on va écouter et puis par la suite les enfants pourront réagir et s'exprimer et peut-être reprendre en fait compte le dialogue. Il y a ça. Et puis il y a audiovisuel, c'est-à-dire on met un CD, une vidéo par exemple, les enfants vont suivre ça, ils vont essayer d'imiter. Imiter pour s'exprimer, imiter pour écouter autrui. En fait, quand on va développer la parole chez l'enfant, la communication langagière, mais également sa psychologie, ça donnera un enfant équilibré par la suite, parce qu'il a pris la parole. Ce n'est pas une question de cris ou de pleurs, mais simplement s'exprimer librement, être écouté par autrui et qu'il y ait des échanges. Voilà, l'apprentissage didactique très important au sein d'une école, avec un partage avec ses camarades, une complicité aussi qui s'instaure aussi entre les camarades, l'enseignant également. C'est aussi vraiment vital pour l'équilibre au sein d'une classe. Effectivement, Amel, je reviendrai sur quelque chose qui est très très important, c'est le concept socio-cognitif. Savez-vous que le dialogue permettra à un enfant de connaître les autres? C'est-à-dire, par exemple, moi, si je bégaye, il n'y a pas de problème. À force de parler dans un entourage qui est familier à moi, c'est-à-dire ce sont mes camarades de classe. Là, je pourrais gagner ma confiance, forger ma personnalité, avoir de la volonté et ne pas être timide. Je vais bégayer les premiers temps, ils vont commencer à rire peut-être, mais par la suite, ils vont connaître que moi, je bégaye. Mais ce n'est pas un problème. Je gagnerai plus de confiance. Et puis par la suite, les enfants vont gagner en gagnant de confiance, ils ne vont plus bégayer. Ça, c'est très important. Voilà. Ce concept socio-cognitif permet également de gagner plus de maturité. En donnant des connaissances, le plus important, ce n'est pas juger, je le rappelle, ce n'est pas des préjugés. Dire cet enfant, ah non, celui-là, il a bien compris la leçon, celui-là, il a bien compris son rôle. Le plus important, c'est donner une liberté d'expression langagière à la parole, aux expressions mimiques, c'est-à-dire qui se disent sur le visage, et corporelles. Un enfant équilibré en classe, un enfant équilibré à la maison, ça donnera un adulte par la suite qui va
se développer et développer dans son milieu, en fait, selon son travail, se développer et développer ses compétences dans son milieu de professionnel. Ça donnera un bon résultat pour toute une nation. Voilà, et ça permettra aussi à l'enseignant ou l'enseignante de pouvoir déceler quelques manquements dans l'apprentissage, que ce soit donc dans la vision, l'audition, en fait, tout un manquement qu'il pourrait y avoir. Voilà, s'il y a lacune, c'est décelé, c'est très rapidement décelé, et puis on pourra travailler, c'est-à-dire l'enseignant ou l'enseignante avec les autres élèves, ils pourraient travailler tous ensemble pour que cet enfant ou autre va dépasser ce blocage-là. C'est ça. C'est en tout cas très intéressant. Mais qu'en est-il justement de ces dialogues qui existent dans les livres scolaires? Est-ce qu'ils sont suffisants ou est-ce qu'ils sont en tout cas en manque dans nos écoles? Je vais le dire. En fait, quand c'est assez, il existe, en fait, si on prend le manuel scolaire, il y a de petits textes qui sont déjà très courts, les petits textes, c'est tout à fait normal. Ça s'adresse à des petits enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, en première année, deuxième année. D'accord, voilà. Ça, c'est un petit problème. Mais c'est assez court. Mais le problème, c'est que, est-ce que ces enfants-là, il y aura beaucoup de séances, de dialogue en classe? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils parlent très rarement. Ils parlent les enfants, c'est vrai. Ils suivent la maîtresse. Ils chuchotent, surtout. Non, ils peuvent suivre le cours, c'est pas un problème. Il y a un dialogue, ils vont suivre le cours, ils vont s'écouter. Mais simplement, est-ce qu'ils vont répéter? Le plus important, c'est que écouter, c'est bien, mais parler également, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'ils vont prendre la parole? Mais je pense que le fait que dans le programme scolaire, il y a les mathématiques, il y a l'éducation religieuse, civique, il y a plusieurs matières. Je ne pense pas qu'ils auraient assez de temps pour se développer le dialogue en plein classe avec le professeur. Et ça, c'est très important. Il faudrait revoir un petit peu, avoir par exemple des petites pièces, créer des petites pièces de théâtre, que chacun jouera son rôle. C'est vrai que les pièces théâtrales, c'était occasionnel, quelquefois. Bon, certains c'était pour le 16 avril, par exemple. Voilà, j'en ai dû savoir, c'était occasionnel par rapport à des événements. Le 1er novembre. Par exemple. Voilà. Mais simplement, il faudrait créer. Je me rappelle très bien, il y avait des séances dans notre temps. Il fallait que les enfants, chacun va écrire une petite phrase. Même s'il n'avait pas écrit. En fait, c'était donner une idée, même pas écrire. Donner une idée. C'était le professeur qui prenait la craie et qui écrivait au tableau l'idée de M, l'idée de X et de Y, et ça construisit une petite scénette en fait, et après les enfants allaient produire sa petite scénette en classe, carrément entre eux. Et ça, c'était très important. Chacun va libérer la parole, dialoguer avec l'autre et aussi écouter l'autre. Il faut qu'il y ait des échanges, qu'il n'y ait pas de préjugés. Le plus important, c'est pas pour juger l'autre et dire non, tu dis faux, non, tu dis vrai. Ce n'est pas un débat. Le dialogue, c'est échanger des connaissances, échanger des idées sans qu'il y ait de débat. Voilà. Alors, dans le cas où ça n'existe pas suffisamment au niveau des classes, on peut renforcer cela à travers le parascolaire et faire des petites lectures peut-être à la maison avec des camarades, un jeu de rôle. En tout cas, maintenant, dialogues. Actuellement, c'est impossible vu qu'il y a la Covid-19. On peut pas réellement... on a tendance quelquefois à oublier cela. Oui, mais j'espère qu'on va revenir à notre routine d'antan. C'est vrai, il faudrait en fait compte que les élèves, d'abord, l'idéal, qu'il y ait des séances de lecture, des séances de rencontres où on lit, chacun lira son livre, par exemple, et viendra parler. Par exemple, de l'histoire. C'est-à-dire qu'un petit groupe prendra la même histoire. On va former 5 petits groupes, chacun aura la même histoire, chaque groupe aura la même histoire. Et puis, chacun jouera un petit rôle. Et on verra, on va rire, on va rigoler, on va écouter l'autre. C'est ça, c'est faisable en fin de compte. C'est faisable, mais est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, j'avais parlé à une enseignante, je lui ai dit comment ça se passe chez vous dans votre classe. Elle m'avait dit que les enfants sont très timides, ils sont plus comme avant, ils sont hyper timides. Par rapport à quoi? Bon, c'est vrai, c'est une question de personnalité, mais aussi par rapport à l'avènement de l'Internet, la tablette. Les enfants sont dans un monde virtuel pour se recontacter avec le monde réel. C'est un peu difficile, mais simplement, il faudrait y travailler, donner à ces enfants à lire, et puis les écouter, les laisser parler et dialoguer. Il faut qu'il y ait de l'échange. Le plus important, c'est pas parler comme ça, raconter une histoire, qu'il y ait des échanges entre professeurs et apprenants, entre maman ou papa avec ses enfants. Le dialogue permettra de libérer la parole, de s'exprimer et puis donner
aussi la liberté au corps de s'exprimer. Si je dis quelque chose, en parlant avec les mains, nous sommes méditerranéens certes, mais c'est vrai que la gestuelle est très importante pour la communication et transmettre. Il y a émetteur, le message, et récepteur, et le message passera d'une manière assez fluide. Et puis on rappelle aussi que cette jeune étudiante qui a donc travaillé sur cette thématique est très intéressante aussi, on la salue, hein, vous l'avez cité. Hendi Aïcha, qui est du département des langues de l'université de Khidr de Biskra. C'est une thèse qui est en ligne, que j'ai retrouvée vraiment, elle est excellente, elle est vraiment riche et bien définie, bien déterminée. Elle s'est attardée sur cette thématique, la thématique donc, du dialogue au sein donc, des écoles. Écoles pour développer la personnalité de l'écolier. Merci beaucoup Fla. C'est moi, Amel. Un dernier mot? Bon courage et puis n'oubliez pas les gestes barrières. Voilà, merci beaucoup Fla. Bonne journée à vous. En attendant de vous retrouver dès mardi prochain avec une autre thématique pour votre rubrique pédagogie, eh bien on va continuer notre programme. Cette fois-ci, je vous invite à suivre ce reportage signé Leïla Benaïcha qui s'est intéressée à l'association d'aide aux malades Win Nalqa. Regardez. Pour les malades en difficulté n'ayant pas de carte Chifa ou familles nombreuses à budget restreint, l'acquisition d'un traitement ou un matériel de soins médical est un réel problème. Win Nalqa, une association nationale d'aide aux malades, une vraie lueur d'espoir pour cette tranche fragile de la société. L'idée de départ était le médical. Et puis on a remarqué qu'en aidant sur le plan médical, il y avait un aspect social qui se présentait. Donc on a réservé 80% de l'activité au médical et 20% à peu près sur le social. Puisque par moment on est obligé, on trouve les gens dans des conditions un peu difficiles, on essaye de les aider un petit peu sur ce plan. Médicaments, équipements médicaux, denrées alimentaires, habillements, couvertures, les dons se multiplient. On s'adapte à la situation avec une organisation rigoureuse, un partage des tâches entre les membres de l'association. Certains médicaments sont en très bon état avec des dates de péremption très lointaines. On fait le tri puisque c'est les pharmaciens qui le font. On essaye de les garder de côté puisqu'on a des membres qui n'ont pas de carte Chifa ou bien leurs revenus sont très faibles. On leur demande de faire un dossier qui prouve sa nécessité et on essaye de lui donner le traitement nécessaire qui est aussi donné par un pharmacien. Donc tous les actes qui sont d'ordre pharmaceutique sont faits par les pharmaciens, nous tenons à ce que ça se fasse pour rester dans le cadre de la déontologie et dans le cadre de la loi en vigueur en Algérie. Le malade demandeur d'aide devrait répondre à un profil déterminé. Une fois la requête accordée, il doit fournir une demande accompagnée d'un dossier. Voilà, j'ai un malade, j'ai besoin de couches. La dame qui m'a reçu a dit uniquement des couches. قلت لها والله غير انا كي تنحوا لي هذا المشكل تاع لي كوش سي ديجا سي énorme, سي هذاك واش خصني قلت لهم pour l'instant. Donc داروا لي un programme chaque mois je récupère un quota تاع les couches. Après la dame m'a proposé autre chose. قالت لي وعلاه ما تحطيش sur une chaise. قلت لها منين؟ Le soir même, عيطت لي la dame قالت لي voilà كاين ناس محسنين justement تبرعوا بهاد la chaise هذه لوليدك. J'étais vraiment très heureuse d'avoir avec la nouvelle. Dans une nouvelle perspective, l'association adopte un nouveau concept d'aide aux malades en difficulté, impliquant les médecins spécialistes dans son action. Nous avons fait appel à tous nos médecins qui sont sur le groupe avec nous. Et nous les remercions. Ils font un honneur d'abord d'être parmi nous dans le groupe. Et on leur a proposé une action, c'est de pouvoir prendre en charge des malades démunis qui nécessitent des consultations souvent chez des spécialistes, sachant que le coût d'une consultation chez un spécialiste est assez importante. Alors, ils nous ont donné des cartes, comme vous voyez ici, c'est des cartes de visite des médecins. Et derrière, nous mettons notre cachet Win Nalqa. Donc, il vient chez nous, il présente son dossier et on lui donne cette carte qui lui permet d'aller faire sa consultation gratuitement. Quand le médecin voit ce malade, on sait très bien que par moment, il ne peut pas acheter ses médicaments. Donc, il vient avec l'ordonnance qu'elle lui a présentée et nous essayons, nous, selon nos disponibilités et selon nos moyens, de lui donner un début de traitement qui va lui permettre de commencer son traitement jusqu'à nouvel ordre.
Après 3 années d'exercice sur le terrain, Winelqa envisage d'élargir son champ d'action et ses missions à travers le pays, en comptant bien sûr sur la générosité des bienfaiteurs. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. C'est donc notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie, Coral Peinture, qui nous accompagne tout au long de notre émission. Et vous avez pu le voir à travers le reportage de Leïla Benaïcha, les dons se multiplient et surtout sont bien acheminés, bien orientés également. On va voir justement la représentante de cette association Winelqa par téléphone. Il s'agit donc de Linda Lafri qui est avec nous. Bonjour Linda. Linda, bonjour. Bienvenue parmi nous, vous nous entendez? Il faudrait peut-être éteindre votre téléviseur, cet écho, cet effet Larsen qu'on est en train d'entendre. Vous êtes avec nous Linda? On va parler justement de solidarité et surtout de cette belle association. Nous en avions parlé assez avec notre rubrique et bien sûr nous allons continuer à le faire avec surtout cet engagement pour les malades, pour les personnes nécessiteuses. Et bien sûr Leïla Benaïcha, vous avez pu le voir à travers son reportage, elle a un petit peu dépeint l'organisation qui se faisait au sein donc, de cette association. Et Linda est donc là pour nous en parler dans un moment. On va la retrouver dans un moment. Mais avant, on va aller voir un autre élan de solidarité. Celui-ci, il s'est opéré du côté donc, de Paris, en France plus précisément, plus généralement, avec l'association de solidarité et en collaboration avec notre ministère de la Santé. Beaucoup de dons ont été rassemblés, récoltés et surtout, il sera acheminé très bientôt vers Alger. Bon, on a l'appel téléphonique avec nous, donc Linda est normalement avec nous. Bonjour Linda Lafri. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci et vous? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On a pu voir un petit peu comment s'organiser et surtout votre effort, vos efforts au quotidien pour aider les personnes en difficulté, en manque aussi de médicaments et toutes plein de choses que vous rassemblez au sein de Winelqa. Oui, madame. L'association nationale d'aide aux malades Winelqa est une association qui a un agrément du ministère de l'Intérieur. Nous sommes une association en fait qui vient en aide aux patients, qui fait le lien entre le médecin, le pharmacien, le produit manquant, qui aide en fait les patients à être orientés. Souvent, on a des patients donc on essaie de les prendre en charge. On a en fait beaucoup de donateurs, beaucoup de médecins qui nous aident, beaucoup de pharmaciens et cette solidarité, tout cet élan vraiment est exemplaire. Nous sommes dans le Covid depuis le début, c'est-à-dire depuis le mois de mars. Nous avons constitué une unité qu'on a appelée l'unité d'intervention pour la protection du personnel de la santé, à savoir l'armée blanche, et pas seulement, c'est-à-dire on a muni en fait nos braves soldats de matériel de protection, en plus de ce qu'ils avaient en fait au niveau des structures. C'est vrai. Donc voilà. Vrai. Après. Oui, vous étiez en tout cas très vite réactif sur le terrain. Vous avez donc réagi avec le personnel médical, mais pas que, puisqu'on l'a vu dans le reportage, vous êtes vraiment bien structuré au sein donc, de cette association Winelqa. Beaucoup de donateurs vous font donc des dons, ils ramènent donc des médicaments et pas que. Hein, il y a donc d'autres matériaux qui sont nécessaires pour certains malades qui n'ont pas de moyens aussi.
Oui, madame. En fait, nous sommes organisés d'une façon, on va dire, simple. Nous avons 4 bureaux régionaux, un bureau à l'est, à Constantine. Le bureau au centre, c'est en fait le siège de Winnerha, le siège social. Oui. Et nous avons un autre bureau sur l'Oranie et un autre bureau sur le Moyen Sud. En fait, toute la population s'adresse sur... La coupure peut-être, on va la retrouver dans un moment. En tout cas, on a pu voir et remercier tout cet élan de solidarité des donateurs par le biais donc de cette association Winelqa qui, vous l'avez pu l'entendre, vous avez pu l'entendre à travers donc 4 bureaux régionaux et puis vous pouvez aussi les joindre par internet si vous aussi vous voulez faire des dons Winelqa ou carrément aller vous adresser à cette institution, cette association. En tout cas, ils sont là pour répondre à toutes vos doléances. En tout cas, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Afaf Belhouchet. Comme je l'ai dit, c'est un autre élan de solidarité, celui-ci se trouve en France. Et bien sûr, nos Algériens ont donc rassemblé énormément de dons. Ils vont être acheminés tout prochainement vers nos hôpitaux, certains hôpitaux, comme l'a dit Linda. Allez, on regarde ce reportage, on se retrouve juste après. Ce sont les dernières consignes que le docteur Sekay donne aux membres et bénévoles de cette association de solidarité fondée principalement par des médecins algériens en France. Tout doit être inspecté et étiqueté soigneusement. C'est la 6e opération qu'on a déjà commencé pendant la crise sanitaire. Et c'est quoi son but? Son but pour sauver des vies. C'est la Solikov CT6, c'est surtout tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est Covid. Et du coup, donc tout ce qui est concentrateur, les CPAP, c'est des machines aussi, des oxymètres pour calculer la concentration d'oxygène dans le sang, les thermomètres, bien sûr tout ce qui est consommable, les lunettes, les tubulures, etc. Certains médicaments, notamment les anticoagulants. Mais aussi les masques, les blouses, les surblouses, les gants, les matelas, les lits médicalisés, des fauteuils roulants, des déambulateurs. En tout, 20 tonnes de matériel et de produits médicaux essentiels dans la lutte contre cette pandémie qui vont être acheminés vers 11 hôpitaux sur tout le territoire national, dont près d'une trentaine de concentrateurs d'oxygène de 10 et de 5 litres. C'est des appareils pour respiration qui n'ont pas besoin d'oxygène liquide. Des petites machines comme ça va sauver des vies. Une seule machine peut servir 4-5 patients et du coup elle va servir à sauver 4-5 patients. Un travail fait en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé en Algérie et qui bénéficie de l'accompagnement des autorités algériennes, notamment au niveau des transports. Les autorités effectivement nous ont facilité l'entrée sur le territoire pour la marchandise que nous allons emmener en aide au niveau de l'Algérie pour les franchises. À cette occasion, je remercie les autorités qui nous ont vraiment aidés, nous ont affrété un cargo et là vraiment c'est merci, un grand merci. Ce corps médical dévoué est soutenu par des bénévoles non moins dévoués qui travaillent sans relâche, certains en famille. C'est très important, je pense que chacun donne de son temps pour aider les autres et je voudrais inculquer ça à mon enfant. Je pense de même, je pense comme ma mère en fait, qu'il faut se mettre à la place des autres et essayer en fait de penser à eux et les aider en fait. Le bien-être des patients et qu'ils puissent avoir ce dont ils ont besoin pour le Covid. Ici en France, on en souffre parce qu'on ne peut pas voir justement nos familles, donc oui, on pense beaucoup aux Algériens. Mais indépendamment de l'aide matérielle, ces médecins veulent également joindre leur voix à celle de leurs confrères en Algérie et s'adressent avant tout à la population. C'est très grave, faire attention, il faut surtout sensibiliser la population qui fasse attention. Ces 20 tonnes de matériel devraient arriver en Algérie le 4 ou le 5 décembre prochain en attendant l'arrivée de l'ensemble des commandes passées auprès des fournisseurs et des partenaires de la mission Solecovid-6. Voilà, bravo à toute cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour en tout cas répondre rapidement à la demande et surtout sauver des vies, c'est le plus important et c'est le principal. Eh bien, on va parler donc d'une autre forme de solidarité, celle-ci à travers les ondes de la chaîne 3 avec Fatima Charef qui est avec nous, notre invitée de ce matin. Bonjour Fatima. Bonjour Amel, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci. Alors on s'est habitué à
à vous à travers votre voix, surtout au niveau donc des informations. Vous étiez au JT, c'était très sérieux. C'était vraiment donner l'information, tout comme on est en train de le faire en ce moment. Tout à fait. Et surtout relier ces gestes de solidarité aussi. Vous l'avez fait aussi. Oui, exactement. La chaîne 3 le fait régulièrement, surtout depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Donc il y a plein d'émissions qui tournent autour de la solidarité. Et il y a 2 jours de cela et aussi, la radio algérienne a organisé une journée fil rouge de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19. Il y a eu des programmes spéciaux, des émissions spéciales, même la nôtre émission de jeu, elle a épousé le cadre et nous avons organisé des questions spéciales pandémie. Voilà, et bien entendu, les auditeurs vous appellent, ils sont nombreux à réagir aussi. Oui. C'est très important, c'est ce fil conducteur qu'il y a entre la radio et les auditeurs. Oui, et en plus, on leur a permis d'être en contact avec nous via les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire que si les personnes n'arrivent pas à nous joindre via le téléphone, il y a aussi les réseaux sociaux, ils peuvent nous écrire s'ils ont des dons à faire et ils nous contactent et on est là pour les aider. Voilà. Et à présent, vous avez rejoint la production donc, de la radio algérienne. C'est tout autre chose, c'est peut-être plus dans la détente cette fois-ci et aller vers les auditeurs, avoir ce contact direct avec les auditeurs. Alors Amel, je vais juste vous expliquer que moi, lorsque j'avais commencé à la télévision avec vous, à Canal Algérie et à la chaîne 3, j'avais rejoint la production directement parce que j'étais encore étudiante. Je n'étais pas encore recrutée et ensuite, lorsque j'ai fini mes études, j'ai rejoint la rédaction de l'information d'Alger Chaîne 3. C'était une nouvelle expérience, certes, très enrichissante, mais j'ai toujours été penchée vers la production, les émissions comme vous faites, Amel. Le contact avec les invités, les auditeurs qui sont vraiment très charmants, qui nous écrivent, qui nous appellent au téléphone, et ça c'est vraiment magnifique. Voilà. Et bien entendu, vous dialoguez carrément avec les éditeurs, plutôt les auditeurs, pardon, et avec cette émission de jeu c'est de 11h à 12h, c'est cela? C'est de 11h à midi, tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi, Amel. Voilà. Et bien entendu, un rendez-vous très attendu. Alors, il faut dire que je ne suis pas toute seule dans cette équipe, le jeu de la 3. Le jeu de la 3, il y a Faiza Azouz, que je salue. Il y a également Amel Louli. Donc, nous sommes 3 personnes à travailler dessus. Amel Louli à la réalisation? Tout à fait, réalisateur. Faiza Azouz, elle prépare les questions. Donc, je l'aide un petit peu, mais la majorité des questions, c'est elle qui les fait. Donc, on collabore tous les 3. On essaie d'être là, accompagner l'auditeur, s'il nous écoute de chez lui, s'il nous écoute de la route. Nous avons beaucoup d'automobilistes qui nous appellent. Je leur demande de stationner, de ne pas parler en conduisant. C'est pour leur sécurité, la sécurité de tous les automobilistes. Et ça permet aussi de s'évader en quelque sorte à travers donc une émission de jeu, de détente, de rigolade, mais on apprend également beaucoup. Oui, j'apprends aussi. Nous apprenons beaucoup des auditeurs parce que parfois nous avons des spécialistes du domaine des questions vraiment spécifiques. Il y a des spécialistes qui nous répondent, qui nous appellent pour répondre et ils apportent beaucoup de précisions, des détails et parfois on découvre des choses avec eux. Et ce moment de partage est vraiment très important, que ce soit pour nous ou pour l'auditeur qui nous écoute. Oui. Voilà. Alors il y a des déçus, il y a des contents, il y a des personnes qui vous rappellent à chaque fois. Oui, nous avons vraiment de fidèles auditeurs. Il y en a qui appellent tous les jours. Je ne sais pas comment ils font parfois pour nous avoir parce que des fois c'est dur de nous appeler au téléphone et parce que des fois c'est encombré. Alors, c'est le 021 48 15 15 ou le 48 2x15 précédé du 021. Et dernièrement, on leur a créé une page ou un groupe Facebook qui s'appelle Jeu de la 3 avec Fatema Charef. Et ça leur permet de poser et de poster leurs questions, de poser des questions et de poster des réponses s'ils n'arrivent pas à nous avoir via le téléphone. Parce que parfois, c'est dur de nous avoir. Allez, on va te mettre en situation. On va écouter le jingle de l'émission de Jeu de la 3 tout de suite pour se mettre en situation.
Alors, on a pu écouter le générique donc, de votre émission, les Jeux de la 3, et ça donne quoi quand vous prenez l'antenne? Alors là, je mets le casque, je dis bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes d'Alger chaîne 3, sur les 88.4, les 89.2 FM. On est également disponible sur Internet, sur radioalgérie.dz/chaîne 3. On est au téléphone 48 2x15, précédé du 021. Il y a plein de questions qui vous attendent. Appelez-nous, écrivez-nous également dans le groupe Facebook Jeux de la 3 avec Fatima Charef. On est ensemble jusqu'à midi. Amel. Bravo, bravo, super éloquente. Et donc à travers cette émission de jeu, vous rappelez à chaque fois aux auditeurs qu'il y a des questions, qu'il y a donc plusieurs aussi thématiques. Oui, plusieurs thématiques. On essaie de toucher à tout. On a introduit également des questions de la langue française, la langue de Molière. Il y a plein d'expressions. C'est une langue très très riche. Et comme nous sommes une station d'expression française, donc on essaie de partager avec eux des mots, du vocabulaire, des synonymes, des expressions, des verbes, etc. Voilà. Très bien. Et puis bien sûr, vous allez nous donner quelques exemples. Par exemple, quand vous avez fait ce fil rouge sur la Covid-19, vous avez fait toute une thématique autour de ces questions. C'était plein de questions autour de ça, justement. Alors, la question d'hier, par exemple, qu'on avait laissée de la journée du fil rouge, c'était quelle est cette autre méthode pour découvrir qu'on a la Covid-19. Alors, il y a des gens qui ont proposé le test PCR, test scanner, etc., le sérologique aussi. Alors, il y a cette dernière découverte qui est une méthode acoustique. On entend la toux, mais des personnes asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que vous avez la Covid-19 ou que j'ai la Covid-19 ou quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le stéthoscope, on entend sa toux. C'est la dernière découverte et là, on peut découvrir si on a ou pas la Covid-19. En général, c'est une toux sèche? Sèche ou autre, hein, Amel. Mais les médecins, comme ce sont des spécialistes, ils peuvent découvrir cela. Ils peuvent déceler cela chez des personnes asymptomatiques. Très bien. C'est en tout cas très éducatif. Et vous donnez des questions et des réponses. On les a en principe parfois, le jour même. Parfois, on les fait attendre. Parfois, on les fait attendre. Comme hier, il y avait un internaute qui m'avait écrit dans le groupe. Allez, Fatima, vous nous avez fait une gymnastique avec le cerveau. On essaie de trouver la réponse, mais à la fin de l'émission, je l'ai donnée parce que c'était trop dur. Plein d'auditeurs ont proposé des méthodes, mais c'était très intéressant ce qu'ils ont partagé avec nous. Mais j'ai fini par donner la bonne réponse à la fin. Et ça nous permettra, nous aussi, d'informer nos téléspectateurs qui nous regardent, toujours autour donc, de la santé publique et surtout une actualité autour donc, de la Covid. Allez-y, donnez-nous un petit peu quelques autres des questions qu'on pourra peut-être donner aux téléspectateurs. D'autres questions sur la thématique qu'on avait faite. Là, je ne les garde pas en tête. J'aurais dû les ramener. J'aurais dû les ramener, mais il y avait plein de questions. J'ai aimé que justement qu'on partage cela avec nos téléspectateurs parce que c'est vrai que c'est très éducatif et c'est très intéressant. Ça permettra à bon nombre de personnes. On le rappelle toujours qu'il faut porter le masque protecteur parce qu'avec le masque, on se protège et on protège les autres. Il faut respecter la distanciation physique comme vous et moi, Amel. Et puis, c'est notre comportement même à l'extérieur des studios, dans les couloirs de la radio, de la télévision. Tous les collègues portent leur masque, ils respectent la distanciation physique. Et puis, quand on n'a pas de travail, on évite le regroupement. Chacun sort de l'établissement, de l'entreprise pour éviter que la maladie ne se propage de manière effrénée aussi, surtout. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, les cas ne font que monter. Et bien entendu, il y a aussi des décès. Donc, Allah yarhamhum. Le personnel médical aussi, il ne faut pas oublier. On les remercie. Et surtout, ceux qui sont aussi décédés, Allah yarhamhum, on en parlera également. Alors, bien sûr, on parle de ces émissions de jeu. Cette émission de jeu aujourd'hui qui a pris une longueur d'avance. Il y avait bien avant vous, il y avait donc Samira. Oui. Alors, il y avait aussi Hayat. Il y avait Samira Chouadria, il y avait Hayat Dimkhaldi que je salue. Il y a plein d'auditeurs qui appellent et qui répondent aux questions et à la fin ils nous disent voilà, je salue Hayat, je salue Samira. Ce sont bien entendu de fidèles auditeurs à la chaîne 3 qui aiment leurs animateurs et animatrices et ils se sont habitués pendant de longues années à Samira et à Hayat. Donc moi je suis venue comme ça du jour au lendemain dans cette émission Amel et c'est une belle expérience que je suis en train de partager avec eux. Oui, et c'est magique aussi. Vous avez ce relais avec l'auditeur et ça se passe très bien parce qu'il faut aussi converser avec lui, il faut aussi savoir ce qu'il fait, pouvoir aussi
le mettre à l'aise, pour qu'il puisse répondre à la question. Parfois, ils nous appellent, ils ont le trac, parfois ils sont très détendus. Et quand ils ont le trac, on essaie de les mettre à l'aise, de discuter avec eux. Je leur demande ce qu'ils font dans la vie, je discute un petit peu avec eux. Je peux même dire qu'est-ce que vous avez préparé à manger pour le midi, si c'est une femme au foyer. Donc, on essaie de détendre un petit peu l'atmosphère et l'ambiance. Et ensuite, on leur pose la question. Voilà, Très bien. Vous allez rester avec nous. On a parlé donc de pandémie, on a parlé aussi donc de gestes barrières et de distanciation sociale. On ne cessera jamais de répéter et aussi d'informer nos téléspectateurs. Allez, on y va à travers encore une fois un spot qui va encore donc sensibiliser un maximum de personnes. Comment lutter face au virus? Tout d'abord, respecter une distance avec les autres d'au moins 1 mètre. Pourquoi? Il ne faut pas propager le virus en évitant les contacts directs, une contamination en respirant ou par des gouttelettes. Il faut aussi appliquer les 4 gestes barrières. Tout d'abord, se laver régulièrement les mains avec du savon en comptant jusque 30. Le savon, l'eau et les frottements cassent l'enveloppe du virus et le décomposent en tout petits morceaux inoffensifs. Tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir. L'éternuement et la toux projettent des gouttelettes dans l'air et peuvent contaminer des personnes ou des objets. Le coude permet de stopper la projection dans l'air et limite le risque de contamination, car contrairement à la main, c'est une partie du corps plus rarement en contact avec des personnes ou des objets. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, puis se laver les mains. Le mouchoir est contaminé, il va survivre pendant un certain temps. Il ne faut pas le conserver dans une poche ou le mettre sur une table. Il faut le jeter pour qu'il emporte avec lui tous les microbes. Et enfin, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Il faut une distance d'1 mètre entre les personnes et ne pas avoir de contact. Nous venons de voir qu'il faut respecter une distance d'1 mètre avec les autres et appliquer les gestes barrières. Maintenant, testons-le. Tu vas voir 2 gestes. Quel est le bon geste? Il faut éviter le contact du virus avec ses mains. Il faut donc tousser dans son coude. On continue. 2e question. Quel est le bon geste? Il faut une distance d'1 mètre entre les personnes. Pourquoi et comment se lave-t-on les mains? Le savon, l'eau et les frottements cassent l'enveloppe du virus et le décomposent en tout petits morceaux inoffensifs. Es-tu capable de redonner les 4 gestes barrières? Tout d'abord, se laver régulièrement les mains avec du savon, tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Et enfin, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir un petit peu donc ces spots, comme le disait Fatima, Inch'Allah, on n'aura plus à montrer ce genre de spot et que le vaccin sera enfin efficace et pour tout le monde entier qui souffre aujourd'hui de cette pandémie. Allez, on va reprendre votre animation, on va reprendre aussi votre joie de vivre aussi. Allez, je vais la faire maintenant l'émission, après je rentre, je ne vais pas à 11h à la radio pour la faire. Bien sûr, c'est tous les jours de la bonne humeur au sein de oui, moi j'adore tout ce groupe aussi.
aussi? Oui, même au sein du groupe, l'équipe Amilouli, Faiza Azou sont toujours de bonne humeur. C'est une équipe très positive qui aime aussi les auditeurs. Et on se connaît maintenant, on est devenu une famille avec les auditeurs. Il y a des fidèles qui appellent tous les jours, il y a des nouveaux qui découvrent l'émission. Et voilà, vous êtes tous les bienvenus. Ça fait plus de 2 mois, vous êtes là au sein donc, de cette équipe et vous travaillez avec toute cette équipe pour essayer de trouver des questions, pour essayer aussi d'accompagner l'auditeur. Allez, on va refaire donc top pour le jingle et surtout le spot. On y va. Allez, nous avons perdu malheureusement Faiza qui nous appelle de Bouzrea. On va essayer donc d'avoir un autre auditeur. Je vais rappeler la question à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Votre station préférée, bien entendu. Allez, la question, on cherche cette expression de langue française pour dire qu'on ne peut pas être dans 2 endroits en même temps. Amel, allez, on va essayer d'attendre un auditeur ou un téléspectateur peut-être qui va nous appeler. La réponse. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'ambiance qui règne au niveau donc, des studios d'Alger Chaîne 3 à partir de lundi, tous les jours, enfin du lundi au mercredi. Lundi, mardi et mercredi. Voilà, de 11h à midi. Et bien sûr, vous êtes là pour accompagner les auditeurs et donner de la bonne humeur et surtout à leur donner envie de jouer, surtout. Et j'ai promis à tous les internautes, à tous les auditeurs de les saluer ce matin parce que je leur avais annoncé que j'allais venir ce matin sur le plateau de Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie. Donc je vous salue tous et je vous remercie d'être fidèles au programme d'Alger Chaîne 3, d'être aussi nombreux à nous écrire et je vous attends tout à l'heure à partir de 11h juste après le flash. Voilà Amel. Parfait. Merci beaucoup Fatima d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite bonne chance et longue vie bien sûr dans cette émission. Bien sûr d'autres émissions, Inch'Allah, pour d'autres programmes. Bien évidemment. À très bientôt Fatima. Merci Amel pour l'invitation. Au revoir. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission. On va vous offrir un ouvrage d'ailleurs qui aujourd'hui on les a présentés. C'est Rasail Gibran de Gibran Khalil Gibran. C'est le premier ouvrage donc en langue arabe et Ahlam Shahrazad, c'est donc de Taha Hussein qu'on a pu voir. On va vous laisser choisir et bien sûr merci au bon libraire. Voilà. Et on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci à toute l'équipe. Et on se quitte, bien sûr. On n'oublie pas que notre sponsor, Coral Peinture, nous a accompagnés tout au long de l'émission. À demain. Merci à toute l'équipe. Au revoir.